Bonjour et bienvenue dans votre émission Les institutions. Après Kédougou, nous sommes à Kaolack, plus précisément dans la commune de Ndiédiène. Nous sommes à la rencontre de Dr Abdou Aziz Mbodj, maire de la commune de Ndiédiène. Dr Abdou Aziz Mbodj, je suis le maire de la commune de Ndiédiène. Bon, la commune de Ndiédiène a été érigée en commune comme dans le cadre de la loi au bénéfice de la loi de 2013 sur la communalisation universelle. Mais Ndiédiène a été une collectivité territoriale depuis 1972 au bénéfice de l'élargissement de la décentralisation dans le monde rural. Donc je suis le deuxième maire parce que le premier maire a été élu en 2014. Donc je suis le deuxième maire issu donc de l'élection des maires au suffrage universel direct la première fois aussi. Donc j'ai été installé le 17 février 2022. Bon, vous savez, les budgets, c'est des prévisions, c'est compliqué les budgets. Bon, peut-être parler des ressources. Alors, j'ai trouvé une année budgétaire déjà exécutée. Donc, il y avait seulement un report de 7 millions, n'est-ce pas? Donc, c'est difficile en matière de finances publiques de dire qu'est-ce que votre prédécesseur a laissé en termes de budget. Parce que le budget était déjà exécuté. Donc, il fallait adopter un nouveau budget. Et lorsqu'on nous a installé le 17 février 2022, le budget de l'année 2022 n'était pas encore adopté. Et on était presque en face de la date fatidique du 31 mars 2022, du 31 mars. Parce que passé cette date, c'est le représentant de l'État qui arrête et qui rend exécutoire le budget de la collectivité territoriale. Donc, installé le 17 février, il fallait justement s'organiser pour adopter le plus rapidement possible donc, le budget, en respectant évidemment les procédures et les étapes qui sont exigées donc, par la procédure législative spéciale relative aux finances des collectivités territoriales, aux finances locales. Faire organiser un débat d'orientation budgétaire, organiser des réunions d'intercommission, évidemment stabiliser le budget et convoquer la session budgétaire. C'est ce qu'on a fait. Avant, on l'a réussi quand même avant la date fatidique du 31 mars 2022. Ainsi, on a tenu notre budget et on l'a exécuté. Le budget de la commune de Ndiédiène tourne autour de 350 millions, donc y compris investissement et fonctionnement. Donc vous voyez que c'est un budget très faible. Et d'ailleurs même, c'est les chiffres. Parce que j'ai trouvé un budget pas du tout sincère, qui peut-être avoisine les 400 millions, presque même. Mais donc, à l'épreuve des faits, à l'épreuve du compte administratif, on se rend compte que les capacités financières et les possibilités budgétaires de la commune ne dépassent pas, en vérité, les 300 millions. Le budget, un budget qui n'est pas sincère, vous donne des ambitions dont vous n'avez pas en vérité les moyens, donc vous pousse justement à prendre des engagements dont vous n'allez pas honorer, donc c'est extrêmement grave. Donc c'est la raison pour laquelle on est revenu, surtout dans le budget de cette année, un peu à la rationalisation, donc parce que le budget, on a trouvé autour de là une barre de 450 millions, n'est-ce pas? On a trouvé le budget autour de 450 millions. Et donc, lorsqu'on est arrivé à l'exécution de notre première année, et avec l'adoption aussi du compte administratif, du dernier compte administratif du mois sortant, on s'est rendu compte que les capacités financières réelles de la commune ne dépassent pas 350 millions. Et on a rationalisé, on veut s'inscrire dans la sincérité budgétaire pour ne pas se donner des ambitions dont on n'a pas les moyens, pour ne pas se faire des illusions ou bien ne pas tromper aussi notre population. Bon, le conseil départemental, vous savez, Ndiédiène fait partie du département de Kaolack, naturellement. Donc, il y a des interactions. On fait énormément de choses ensemble avec le conseil départemental. Parce qu'il y a des infrastructures ou des domaines qui sont dans notre commune, mais qui sont du ressort du conseil départemental du fait de la répartition des compétences, comme par exemple les lycées, n'est-ce pas? Donc, comme par exemple les CM. On a ici 5 CM dans la commune. On a un lycée. Donc ces infrastructures-là sont du ressort du conseil départemental. Alors, pour ces infrastructures, déjà, on collabore.
Ensuite, maintenant, pour le plan de développement donc, du département aussi, on a été invité lors du lancement, n'est-ce pas? Donc, on interagit en tout cas avec le conseil départemental, surtout, je pense qu'on les attend. Ils devront normalement venir ici pour la mise en œuvre du plan de développement donc, du département. En tout cas, on a été comment dirais-je, au lancement. On est aussi ensemble au niveau du conseil départemental, avec le président du conseil. On est ensemble aussi au niveau du conseil départemental de l'ARD. On fait énormément de choses ensemble, surtout donc, en collaboration avec l'Agence régionale de développement. Bon, on a exécuté le budget. Notre première année de mandat, on a fait une première année de mandat. On a exécuté notre budget et on a fait en sorte que donc, notre année soit une année pleine. Ça, il faut le dire. Maintenant, pour certains, alors donc on dit, certains même appellent ça l'année 2022 une année blanche, du fait alors donc du grand retard. Apparemment, c'est un retard exceptionnel qui n'a jamais existé d'ailleurs, donc du transfert des ressources que l'État donc devait aux collectivités territoriales. Donc les ressources ont été transférées en octobre-novembre, ça veut dire que presque en fin d'exercice budgétaire. Bon, je ne sais pas, ça, en tout cas c'est l'État, il n'y a pas eu d'explication relativement à ça. Certains, donc il y a eu des supputations, certains parlent d'année électorale, il y a eu 2 années, alors donc en tout cas 2 élections donc, au niveau de l'année 2022, mais tout cela donc, ne s'explique pas. Donc c'est des ressources dues du fait alors, donc, de la compensation des ressources, c'est des ressources dues du fait alors, donc, des fonds d'équipement des collectivités territoriales, des fonds de concours. Donc on doit alors, donc, les transférer à temps pour permettre aux collectivités territoriales de prendre en charge donc, les obligations qui résultent justement donc, de ces lois-là. Mais toute autre donc, justification ne serait justement donc, être fondée. Alors, ce qu'on a fait, nous, lorsque nous sommes arrivés, parce qu'il y a eu des urgences ici, n'est-ce pas? Donc, surtout au niveau de l'état civil. C'est des compétences, donc c'est des actes sensibles qui sont entre nos mains partout. Il y a eu énormément de jeunes dans les carrières, alors donc dans la formation. Donc voilà, peut-être il y a eu des difficultés dans leur cursus scolaire ou universitaire du fait d'actes d'état civil. Il fallait d'abord réorganiser l'état civil, faire en sorte que les populations accèdent à l'état civil, c'est-à-dire démocratiser et rendre efficace le service d'état civil. Ce qu'on a fait, on a fait en sorte qu'au niveau du service d'état civil, au moins que la signature soit permanente. Alors, l'autre fait aussi, on a organisé une audience foraine spéciale, parce que évidemment tous les ans c'est dû, parce que c'est le tribunal qui organise le calendrier, mais ce qu'on a fait, c'est que les gens n'ont jamais connu, et donc on s'est déplacé nous-mêmes donc, pour aller dans les villages, pour donc, centraliser les requêtes. On a eu plus de 3000 requêtes. 3000 requêtes. 3000 citoyens qui n'avaient pas d'acte d'état civil. 3000. Et tout ça, on a parvenu. Donc, c'est ici que le tribunal s'est déplacé. Ils sont venus, je les ai cédés le bureau. Donc, le tribunal, le président du tribunal, donc des assesseurs, ils ont fait le travail donc, nécessaire. Et donc, je pense que l'enregistrement est presque terminé pour les 3000. Donc je pense bien ça a été en vérité extraordinaire et les populations sont très satisfaites relativement à cette question. Maintenant pour les questions d'éducation, oui, sur les questions d'éducation, lorsque nous sommes venus aussi, bon, malgré les retards de transfert, donc on a donné très tôt les fournitures, d'ailleurs le budget on l'a augmenté. Donc on a pris en charge les étudiants qui n'ont jamais eu de subvention aussi au niveau de la commune, 3 millions, ils n'ont jamais eu de subvention les étudiants ressortissants de la collectivité qui sont dans les différentes universités. Ils n'ont jamais bénéficié d'un accompagnement de la collectivité territoriale, on l'a fait, donc on leur a alloué 3 millions donc sur fonds propres. Donc on a lancé des marchés pour ce qu'on appelle notre programme Zéro Abri Provisoire, parce qu'ici il y a des abris provisoires. Les abris provisoires, il faudra comprendre ce que c'est. C'est des abris en paille. Si alors donc l'hivernage arrive tôt, ces écoles ne fonctionnent pas. Si l'hivernage alors donc voilà, termine tard, ces écoles ne fonctionnent pas. Et encore, les potages sont exposés à des intempéries et des dangers comme peut-être voilà, les reptiles, les serpents, etc., etc. Donc nous nous sommes dit qu'il faudra mettre fin à ça. On a lancé un programme donc d'éradication des abris qu'on appelle Zéro Abri Provisoire. On a lancé un marché, c'est 5 salles de classe pour cette année.
Donc maintenant, ensuite, on va faire pour les 3 autres salles. Alors, donc, on est en réalisation d'un marché qui faisait partie en principe de l'exercice de l'année dernière, parce que presque notre budget de concours, notre budget d'investissement, presque on l'a reporté. On a presque reporté notre budget de fonction. La seule chose qu'on a fait, c'est peut-être l'éclairage public. Lorsqu'on est arrivé, ce village-là, il n'y avait pas une seule lampadaire qui fonctionnait dans le village centre. L'éclairage public, le village était totalement sombre. Non, la commune compte 58 villages. 58 villages et 3 hameaux. 58 villages et 3 hameaux. La spécificité ou bien la particularité des communes rurales, c'est justement des communes qui s'étendent sur des espaces. Entre le dernier village qui se trouve au nord et l'autre village qui se trouve alors donc, au sud, c'est environ 15 km, plus de 15 km d'ailleurs, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est des communes très larges. Oui, l'éclairage public, lorsqu'on arrivait, il n'y avait pas d'éclairage public ici, dans le village. Ça, on l'a fait, c'est nous-mêmes qui l'avons fait. Maintenant, c'est vrai que l'État a accompagné avec les Fanroches, avec l'ANER, et ça, nous remercions ça. Mais c'est nous-mêmes qui avions pris l'initiative de faire l'éclairage public. Ensuite, maintenant, donc pour les autres fonds qui étaient destinés au fonds de concours, on l'a reporté. Parce qu'on a lancé les marchés, les ressources n'étaient pas encore arrivées à temps. On l'a reporté pour l'année, pour l'année là. Maintenant, c'est des marchés qui sont en cours, comme le chantier de la commune qui est en réhabilitation. Lorsqu'on arrivait, la mairie n'était pas clôturée. Ça allait dans tous les sens. Donc, bon, le marché est en cours. Je pense que peut-être la prochaine fois, votre prochain voyage, vous allez trouver peut-être un édifice complètement retapé. On est en train de faire aussi le hall du marché, qui faisait aussi partie de nos projets de l'année dernière, mais qu'on reporté, mais c'est en cours de réalisation. Je pense qu'on peut dire que c'est avancé, peut-être c'est en avance de près de 40% ou 30%. Donc je pense que l'entreprise doit encore faire des efforts. Alors, j'ai parlé des fournitures scolaires, j'ai parlé aussi au niveau de la santé. Au niveau de la santé, ce qu'on a fait, c'est non seulement on a doublé la dotation en santé, on l'a trouvé à 2,5 millions, on l'a ramené à 5 millions. N'est-ce pas? On l'a ramené à 5 millions et en lançant aussi des projets d'infrastructure. Aujourd'hui, on a lancé un marché pour la construction, pour le poste de santé. Le poste de santé principal, parce qu'on a 3 postes de santé. Donc, un édifice pour le logement de l'ICP et de la sage-femme. Donc, le marché est déjà attribué. Ça reste seulement au niveau de l'immatriculation, au niveau du pôle des marchés. Donc, maintenant, du côté des femmes, par exemple, lorsqu'on est arrivé, à un projet qu'on appelle les 3F. Formalisation, formation, financement. Alors, ce qu'on a trouvé, on a trouvé ici des femmes dynamiques, qui cherchent des activités génératrices de revenus, qui cherchent justement à sortir de l'ornière, à trouver leur épingle du jeu, mais extrêmement difficile, parce que souvent mal encadré, alors mal formé, et peut-être même mal informé. On a dit on va faire un incubateur, alors donc qui va se charger non seulement de capter, de les organiser, n'est-ce pas? Et on a, en collaboration avec la Chambre de commerce, on a nommé un ambassadeur consulaire de la personne de mon chef de cabinet, donc qui travaille directement avec les organisations des femmes. Donc on les accompagne dans la mise en place des GIE. Des GIE, on en a formalisé aujourd'hui environ 35. Et on les a regroupés en fêtières. Maintenant, plus les autres groupements qui étaient déjà formalisés, avec l'accompagnement de Caritas, on les a organisés en fêtières, en une fédération des groupements. Aujourd'hui, des processus de formation sont lancés, et des formations très captivantes, qui attirent les populations. Ensuite, on est pour parler avec d'autres structures d'accompagnement financière pour le financement des activités des femmes. On est très en avance avec une institution financière décentralisée. Je pense bien que dans peu de temps,
donc ces financements-là aussi donc seront disponibles pour les femmes. Sur le plan culturel, la commune. Bon, la commune, on a énormément de choses. Il y a des sites culturels, historiques, oui. Bon, mais si les gens n'avaient pas l'habitude d'organiser donc des activités de cette nature-là, ce qu'on a fait, comme cette année, bon, on l'a mis peut-être dans le cadre de la culture, comme par exemple organiser les femmes. Dans le cadre de l'organisation des femmes, on a célébré pour la première fois ici chez nous, parce que ce qui s'est passé, c'est quand il y a le 8 mars, donc les gens amenaient ici des cars et mettaient les femmes avec des tissus et puis ils voyageaient avec. On l'a organisé ici en collaboration avec les femmes, on les a accompagnés. Alors, ce que nous sommes en train de préparer aussi, je pense que depuis l'année dernière, on se lance dans le processus. D'abord, en se référant aux anciens présidents de communautés rurales et les anciens maires. Donc, dans le cadre de la réhabilitation de la commune, on veut aussi donc, honorer donc, les anciens présidents et les anciens maires de la commune. Mais aussi, il y a les sites historiques. Ici, c'est dans la commune de Ndiédiène, ici à Mboudaye, donc se trouve le site où habitait donc, le papa ou bien le père du Bour Saloum Mbegandour. Alors donc c'est ici, toute cette histoire-là qu'on raconte entre le Sine et le Saloum, ça s'est passé ici. Alors donc on a aussi la chance d'avoir à Djilekhar, donc le tombeau du Bour Saloum comme Sambangui Mar. Alors donc aussi, et des cités religieuses. Ça aussi, de ce point de vue-là, donc on fait énormément de choses. On a la chance d'avoir des cités religieuses, surtout adossées à Medina Baye, Taïba Niangène, les premiers compagnons de Baye Niass, alors Mbiten Abdou, Djilekhar. Donc là aussi, c'est des choses. C'est la raison pour laquelle on collabore. Il y a une collaboration effective avec ces communautés, surtout quand il s'agit de l'organisation de leur gamo. Non, c'est ce qu'on a fait, parce que pour la première fois, on a organisé, comme par exemple pour Mbiten Abdou, le village de Papadam. Vous avez trouvé tout à l'heure son fils Cheikh Tidiane. Lui, c'est le fils de Papadam, ancien calife de Baye Niass. Alors, pour la première fois, on a organisé ici, on l'a proposé au sous-préfet un CLD pour un prélude alors donc du gamo, du ziara, alors donc de Ahmed Damnias ici à Mbiten Abdou. Ça a été extraordinaire. Il y a eu une réussite totale avec l'accompagnement des services de l'État, donc des services techniques, que ce soit Sénélec, que ce soit ANER, que ce soit alors donc, comment dirais-je, UCG, etc. Donc tous ces services, la gendarmerie, il y a eu un accompagnement de tous les services, que c'est ce qui s'est passé à Taïba Niangène aussi. Donc il y a une certaine... on en profite pour faire un certain marketing territorial. Le marketing territorial de notre collectivité aussi territoriale, de notre commune. Et ça, je pense que ça a réussi évidemment. Alors donc, après les CLD, il y a eu des moments de communication et c'est la raison pour laquelle il y a eu justement donc des déplacements en masse des populations lors de ces événements-là. N'est-ce pas? En tout cas, il y a quelque chose à faire dans le tourisme religieux, on le dit toujours. Je dis bien que peut-être que Ndiédiène serait peut-être une banlieue donc de Medina Baye, parce que bénéficiant au moins de sites, en tout cas des villages qui sont donc strictement, donc en tout cas très liés à Medina Baye, du point de vue de l'histoire, du point de vue peut-être alors donc des khalifs ou des marabouts qui occupent ces villages-là. Bon, ici, la scolarité, c'est vrai qu'il y a cette grande concurrence qui existe toujours entre l'école, en tout cas l'école classique, l'école française, et le Dara, et les Dara. C'est une zone foncièrement, donc, comment dirais-je, islamique, mais aussi foncièrement attachée à l'enseignement coranique. Alors, c'est la raison pour laquelle aussi... aujourd'hui, le constat, c'est que les écoles franco-arabes réussissent ici. Beaucoup d'écoles classiques ont été transformées en écoles franco-arabes et ça a réussi. Parce que dans certains villages, nous notons une grande résistance des populations donc, à amener alors, donc, leurs enfants au niveau des écoles. Ils préfèrent les daras. Alors, le bénéfice que les gens tirent de l'école franco-arabe, c'est que oui, ce qu'ils cherchaient au niveau des daras, ils vont l'avoir parce qu'ils vont bénéficier d'un enseignement coranique. Ils vont aussi bénéficier d'un enseignement donc classique.
Et la preuve, quand tu vas à Djilehar, leur école aujourd'hui c'est à 12 classes, tellement développée parce que l'école a été transformée en école franco-arabe. C'est la même chose à Ndiobène Talen, c'est la même chose à l'école franco-arabe ici de Ndiédiène. Alors, c'est la même chose aussi à Taïba Niangène. Maintenant, comme par exemple, il y a des écoles qui sont presque en train de décliner complètement. Ndiakhate, c'est un très grand village, alors donc, et l'école ne parvient pas à faire le plein. C'est la même chose à Kermadike, donc aussi une forte population, mais les gens alors donc, sont attachés à l'enseignement. Il serait bon que ces écoles-là aussi soient transformées en école franco-arabe, parce que j'ai l'impression que donc la volonté, en tout cas le désir des parents, c'est que oui, que leur enfant soit formé, en tout cas apprenne le Coran et qu'il soit aussi formé donc dans l'école classique. Un taux extrêmement intéressant quand même de scolarisation, et ça on a à travers 22 écoles, voilà, 22 écoles et 5 CM et un lycée. Bon, nous, ce que nous voulons, c'est qu'il faut que Ndiédiène sorte donc des ténèbres. C'est une commune ancienne, un chef-lieu d'arrondissement, n'est-ce pas, mais qui a été oublié de tout, qui manque presque de tout, pas de route, pas d'électrification suffisante. On a 58 villages, 19 seulement sont électrifiés. Alors dans le département, on serait tenté de dire, nous sommes la commune donc, qui a le plus faible taux d'électrification rurale. Alors, et ça, je pense qu'on est en train, on se bat, on a écrit en tout cas aux services concernés. Donc pour le bitumage de la route aussi, on a écrit aux services concernés, on est en train de suivre parce que le projet de bitumage se trouve dans le PSD. C'est dit, c'est affirmé, donc les autorités donc, déconcentrées l'ont dit, les élus, surtout nos députés, l'ont dit. Le ministre même alors donc l'a répété à plusieurs reprises et les travaux, bon, on nous annonce que c'est imminent, on attend. En tout cas, le désenclavement serait en vérité un bouée de sauvetage qui va déclencher donc peut-être le développement en vérité de Ndiédiène. C'est une zone qui est une zone carrefour. Ndiédiène est une zone carrefour, un village centre, mais qui est véritablement donc qui a une base arrière extrêmement importante avec des zones agricoles très très développées. Maintenant, il nous faut aussi créer la connectivité de notre commune, parce que la commune est quasi donc traversée par une vallée. Évidemment, il y a 2 ponts. Alors, donc, il y a la perspective aussi de faire donc notre pont. Ça, c'est un projet à Mbiteyène-Kerbiran. Parce qu'au minimum, il nous faut, pour régler définitivement la connectivité donc, de la commune, il nous faut au moins 3 ou 4 autres ponts. Mbiteyène-Kerbiran, Mboudaï Afé, Mboudaï Kerboydo et Mboudaï Dagabiram. Au moins 4 ponts pour garantir la connectivité totale, parce que la vallée coupe presque donc, la commune donc, en 2. Il faudra régler ces questions d'abri provisoire, c'est nos projets. Je pense qu'il faut aussi s'engager avec le projet qu'on appelle le projet sécurité école. Sur nos 22 écoles, il n'y a que 3 qui sont clôturées. Et les questions ça pose des questions de sécurité. Et donc, c'est dans nos perspectives. Ensuite, les autres projets que nous avons, je pense qu'on l'a même lancé, c'est dans notre PPM. C'est la construction. Donc, on a un poste de santé en cours, en construction à Tcharondigan, qu'elle est en main avec donc une ONG, donc aussi, les travaux ont démarré. Donc les travaux ont démarré, les fondements sont sortis de terre. Déjà, c'est depuis avant le Ramadan qu'on s'était rendu là-bas. Voilà, donc depuis presque plus de 20 jours, je ne me suis pas rendu sur le site, mais les fondements étaient sortis de terre et c'est un poste de santé clé en main. Ce sera le 4e poste de santé donc, que nous aurons au niveau de la commune. Un poste on a 3 postes de santé et 3 cases fonctionnelles, mais ce serait le 4e poste donc clé en main avec un logement donc, de l'infirmier chef de poste et un logement donc, de la sage-femme.
Donc, bon, en tout cas, les chantiers sont là. On fait énormément de choses. Aujourd'hui, on se lance dans un processus de lotissement avec des régularisations. Donc, des lotissements aussi qu'on a trouvés, donc qui ne sont pas réglementaires, pas sécurisés, parce que les registres, donc voilà, vont dans tous les sens aussi. Je pense que tout ça, on est en train de corriger ça. Il y a un grand moment de correction. Évidemment, il y a des défis qu'il faudra donc relever dans l'éducation, dans la santé, parce que notre grand projet, en vérité, dans le cadre de la santé, c'est de transformer au final le poste de santé de Ndiédiène en centre de santé. Évidemment, les centres de santé sont du ressort du conseil départemental. J'en parle avec le département, j'en parle avec le président du conseil départemental, mais il y a des préalables donc, qu'il faudra alors donc faire, c'est-à-dire améliorer au maximum possible le service alors donc de santé qui est donc offert aux populations. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les trucs des femmes, là, ça s'appelle comment encore, qui faisait que, alors donc souvent il y avait des gens qui faisaient des stratégies avancées, et ça coûtait cher. Ça au moins, c'est les échographies. Aujourd'hui, c'est acquis, donc on a ça ici. Aujourd'hui, on travaille, donc on va lancer incessamment une commande pour avoir un NFS, parce que toutes ces analyses-là, dont ont besoin les femmes, surtout enceintes, dans le cadre de leur consultation prénatale aussi, les analyses, on le fait hors de la commune. Je pense que les gens acheminent les prélèvements jusqu'à Ndofane, et ça prend du temps et c'est trop cher. Et ça aussi, tout ça entre dans le cadre de l'amélioration de l'offre de services de santé. Ensuite, maintenant, l'offre de services donc, de l'éducation. On a augmenté le budget, la dotation, donc la dotation pour les fournitures scolaires. Donc, on l'a augmenté à 10 millions. Et comme on l'a fait avec la santé, on a fait passer la subvention de 2,5 millions à 5 millions. Et les étudiants, ça aussi, on l'a augmenté. On l'a fait 3 millions l'année dernière. Cette année, on l'a porté à 4 millions. Donc, on est dans ces perspectives-là. Prochainement, on va inaugurer. On avait voulu faire ça pendant les fêtes de Korité, je pense, mais on a perdu beaucoup de temps parce qu'on est à moins de 10 jours de la fête de Korité. On a voulu inaugurer le stade municipal de la commune. Mais on va se donner 2 mois et le faire peut-être pendant donc, les fêtes de Tabaski. Ça va nous permettre de prendre du temps, de se préparer et peut-être non seulement de permettre à nos équipes d'avoir un lieu de compétition et même d'ouvrir ça alors, donc, au département. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de stades donc, dans le département. Et je pense que d'ici la Tabaski, peut-être on va vous convier donc, pour ça aussi. Bon, parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Les routes sont impraticables. Parce que la seule route donc, en latérite et en mauvais état, évidemment, c'est la route Lamaram-Ndiédiène. Le reste, j'ai parlé d'une commune entrecoupée par la vallée. Si c'est l'hivernage, c'est la Koura et la Bannière. On parle de ponts donc pour permettre aux populations de traverser. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a aussi une piste rurale, une piste de production de 5 km. Ndiédiène a fait. Ça a été réalisé récemment. Donc, j'ai oublié de parler de ça parce que le bilan, je ne l'ai pas. Bon, on a marqué des pas, en vérité, donc, dès notre première année. Parce que aussi, c'était aussi chaotique pour les habitants de cette localité Afé et derrière Afé, donc qui avaient beaucoup de difficultés pour se déplacer pendant l'hivernage. Pendant l'hivernage, c'est extrêmement difficile les déplacements ici. Dans la commune, lorsqu'on arrivait, il n'y a pas encore aujourd'hui 1 mètre de goudron. Il n'y avait pas encore de latérite. Aujourd'hui, on a 5 km avec l'accompagnement de Proval CV. Et peut-être d'ici peu, en tout cas, nous implorons donc les autorités pour le bitumage de la route Lamaram-Ndiédiène, conformément aux engagements qui sont pris dans le cadre donc, du PSD et inscrits aussi dans le budget de l'État. Bon, il y a beaucoup de difficultés. Les difficultés sont d'ordre financier. Hein. Bon, parce qu'on a une équipe municipale très homogène, donc qui ne pose pas de problème. Peut-être des populations qui ont beaucoup d'espoir en ce que nous faisons. Mais la difficulté, en vérité, c'est les ressources. Alors, on a des ressources peut-être disponibles, mais très insuffisantes. Bon, des ressources propres. Alors, taxe rurale, c'est classique, colonial, mais maintenu toujours. Alors, on a un marché, peut-être qui génère plus ou moins, en tout cas, de ressources.
et peut-être d'autres rentrées qui nous viennent peut-être donc des produits du domaine, etc., etc. Alors ensuite maintenant, l'essentiel des ressources nous vient des transferts donc de l'État, que ce soit le fonds de dotation, donc la SEL, donc qui permet de prendre en charge un peu les salaires, les ristournes. Ensuite maintenant, les fonds d'équipement des collectivités, c'est-à-dire les fonds de concours. Alors, il y a des ressources. L'année dernière, j'ai véritablement couru derrière les fonds du PNDL, n'est-ce pas? Parce que en principe, c'est un programme destiné à accompagner des collectivités territoriales et les recettes sont souvent donc distribuées à tour de rôle aux collectivités territoriales. J'ai couru derrière, donc je n'ai pas eu de ticket parce que malheureusement, c'est centralisé aujourd'hui au niveau du secrétariat exécutif, parce qu'il fut un moment, c'était les ARD qui géraient ces ressources-là et qui distribuaient ça, en tout cas à tour de rôle, aux collectivités territoriales. Donc, tous ces fonds, en vérité, permettent, si alors donc la distribution est équitable et démocratique, nous permet en tout cas d'impacter, de faire des salles de classe, de faire des cases de santé ou des postes de santé, d'équiper peut-être alors donc nos écoles, etc. Donc, mais ces ressources-là posent donc problème. Ensuite, maintenant, il y a alors donc la main politique, hein, ça il faut le dire. Hein. Dans ce pays-là, j'ai l'impression que les autorités ne croient pas à la décentralisation. On a fait la décentralisation, c'est dans les textes, on le proclame, on parle de communalisation universelle, territorialisation des politiques publiques, mais rien dans ce qu'on fait, donc dans ce que fait l'État, donc nous semble répondre justement à ces principes-là ou donc proclamer ou clamer. Non. Alors, la réalité d'abord, pourquoi je dis bien, j'ai protesté l'année dernière. Moi, j'ai trouvé l'équipe municipale sortante avait un fonds de concours de 71 millions. Lorsque nous sommes arrivés, on l'a amené à 45 millions. On a défalqué sur notre fonds de concours 26 millions. Et aucun critère objectif, parce que nous avons les critères donc, de population, etc., parce que nous sommes dans les 13 communes qui sont dans le département de Kaolack, à part la commune de Kaolack, qui est le 14e, nous sommes la 3e collectivité territoriale qui a beaucoup plus de population. Alors, quand tu regardes dans l'arrêté de répartition, oui, les communes qu'on dépasse, alors que nous dépensons largement en termes de population, donc nous dépassons donc supérieur au fond de concours que nous avons. C'est protesté. Lorsque j'ai parlé, même on m'a opposé que ce n'est pas possible. Parce qu'on m'a dit que non, ce n'est pas possible donc, que le fonds de concours soit donc revu à la baisse. Alors, cette année, on a corrigé, ils ont ramené 4 millions plus supplémentaires, ça fait 49 millions. Donc, ce qui encore constitue une injustice et ce qu'on considère en tout cas une instrumentalisation politique des ressources à allouer aux collectivités territoriales. Parce qu'en vérité, bon, peut-être c'est la couleur politique qui est regardée, la couleur politique du maire. Et c'est extrêmement grave dans un état de droit quand justement il y a un traitement inégalitaire donc des collectivités territoriales du fait de l'appartenance politique donc de leur maire. Un traitement inégalitaire justement donc des communes ou bien une distribution inéquitable des ressources en tenant compte donc, de l'appartenance politique donc de leur maire. Ça pose problème et c'est une réalité donc qu'il faudra donc rappeler et dénoncer ça. Donc parce que les 26 millions qui m'ont été enlevés l'année dernière pouvaient me permettre au moins de faire 3 salles de classe, n'est-ce pas? 3 salles de classe, voilà. Mais bon, pour des raisons politiques simplement, donc ces ressources-là nous ont été donc peut-être défalquées, ont été défalquées de notre budget. Donc, on travaille en tout cas à améliorer donc comment dirais-je, à être performant du point de vue fiscal. Parce que ce que je considère, c'est qu'on n'a pas été du tout donc, performant donc, du point de vue fiscal, parce que j'ai trouvé énormément d'insuffisance et de manquements. Donc tout ça, on est en train de corriger ça pour au maximum, tirer au maximum donc, des ressources fiscales, parce que c'est possible, il y a des niches à prendre. Et nous travaillons en collaboration avec le conseil municipal qui autorise, de par ses délibérations, donc, qui nous donne en tout cas la possibilité de conquérir donc, ces niches-là. Je vous remercie en tout cas d'abord pour le déplacement. Et vous nous avez donné l'occasion de parler de notre commune, qui est chef-lieu d'arrondissement encore, une commune centre,
mais une commune privée, alors donc de tout, de par son passé, peut-être de par le cursus, alors donc, mais aujourd'hui, donc, qui est tenue par peut-être une équipe jeune, dynamique, oui, et qui a foi à sa population et à ce que nous faisons. Et nous pensons que l'avenir nous donnera raison. Et notre conviction, c'est que d'ici 1, 2, 3 ans, on aura un bilan donc beaucoup meilleur que donc ce que l'équipe qu'on a remplacée. Voilà, ça, c'est un engagement ferme que nous avons pris aux côtés des populations, parce que au-delà donc des ressources affichées, je pense qu'il faudra faire une gestion donc transparente et rigoureuse donc et légitime, tenant compte surtout donc aux besoins des populations. C'est ce que nous sommes en train de faire, mais nous interpellons surtout l'État en dernier ressort pour que dans le cadre des politiques publiques, qu'on enlève ces doses politiques. Parce que la Constitution du Sénégal a bâti le principe d'égalité, que ce soit au niveau de l'électrification rurale, que ce soit au niveau de l'allocation des ressources à transférer aux collectivités territoriales. Donc tout ça, aucun responsable, quel que soit le niveau de responsabilité donc, où vous êtes, n'a le droit, en vérité, d'utiliser les moyens qui lui sont donnés et qui sont pour les populations, de les utiliser à des desseins politiques. Il est extrêmement important parce que ma conviction, c'est que la stabilité de ce pays-là donc, se fonde en grande partie sur le traitement égalitaire de ces populations, sur l'absence de discrimination entre ces populations, sur l'absence de discrimination entre ces collectivités territoriales. Parce que quand il y a discrimination, il y a injustice. Et quand il y a injustice, il y a frustration. Et la frustration peut justement être à l'origine de n'importe quelle révolte. Je vous remercie.